Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Stéphanie Demuru. Et oui, c'est toujours moi, il est 9h03 en direct sur Sud Radio. Mettez-vous d'accord et surtout bonnes vacances à Valérie, expert. Nos débatteurs aujourd'hui, Jacques Millard, maire LR de Maison Lafitte qui sera en duplex avec nous à distance. Bonjour. Noémie, bonjour Jacques Millard, merci d'être avec nous. Noémie Alioua, essayiste, chef de service chez Factuel. Bonjour, Noémie. Bonjour. Avec nous également dans ce studio, Georges Kuzmanovic, président de la République souveraine. Bonjour. Bonjour. Georges, merci d'être avec nous. Et enfin, Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris. C'est une agence de communication. Je l'ai bien prononcé, ça va? Je vous vois un petit peu. Parfait, bon, super. Cofondateur de l'agence Cogiteur et auteur de La Ça, c'est Com. de la com. est un- Plus c'est compliqué à dire, plus on le retient. Ah bah voilà, Jacques, je vous retrouve là avec votre dynamisme légendaire qui me rappelle quelques souvenirs. Alors, on va commencer par vous, Georges, votre coup de gueule autour de la crise énergétique et son coût. Eh bien, on a une commission d'enquête du Sénat qui nous a appris que les aides du gouvernement pour passer la crise énergétique de 2021-2023, qui bien sûr n'est pas terminée, puisque la guerre avec la Russie n'est pas terminée, et que les problèmes structurels qui y ont amené ne sont pas réglés, nous a coûté 85 milliards d'euros, plus 18 milliards d'euros de non-recettes fiscales, et tout ça pour une absurdité complète qui est d'ordre idéologique, et qui nous vient entre autres de l'Union européenne, c'est-à-dire la sacro-sainte obligation de concurrence libre et non faussée, qui fait que nous avions un producteur d'électricité par le nucléaire qui est EDF, et à qui on a imposé un système de distribution de l'énergie produite par EDF à des distributeurs qui n'en produisent pas et qui se font de l'argent sur le dos des Français. On voit à quelle hauteur. Et ça c'est une correspondance directe à une demande de la Commission européenne. Et vous ajoutez à cela le conflit fort qu'a la France avec l'Allemagne sur le nucléaire, puisque les Allemands nous mettent des bâtons dans les roues et ne veulent pas que nous ayons un avantage compétitif avec une production d'électricité peu chère, et donc font tout, entre autres ce genre de politique pour nous mettre des bâtons dans les roues et faire que ça nous coûte une fortune. Je rappelle que le coût du parc nucléaire complet, lui, c'est 96 milliards. Alors dans un moment où on met le pays en panne pendant des mois sur une réforme des retraites qui devrait éventuellement rapporter éviter de dépenser entre 13 et 17 milliards et jeter par la fenêtre en 2 ans quasiment 100 milliards, on est chez les dingues. C'est évitable, en plus. Ah mais c'est totalement évitable. Donc ce qu'il faut, c'est sortir de l'arène, donc ce système absurde qui consiste à produire à 50 euros du mégawattheure par le monopole EDF, qui est le seul à produire de l'électricité grâce au nucléaire, sur lequel nous sommes toujours une nation cadre. Donc arrêter de transmettre ça à des distributeurs qui ne produisent aucune électricité, et retourner à un monopole d'État, et avec un gouvernement qui défend les intérêts de la France au niveau européen face à l'Allemagne, et qui lui disent: mais écoutez mes amis, vous avez décidé de tout baser sur le gaz pas cher russe et sur des éoliennes qui ne fonctionnent pas, puisqu'en même temps on a eu l'effondrement de Siemens Sigma, 40% de chute en une journée sur les marchés, parce qu'ils ont découvert des problèmes techniques en fait qui n'en sont pas. C'est juste qu'il n'y a pas la rentabilité physique prévue initialement par ces éoliennes. Et donc vous avez décidé de faire ça. Alors vous n'aviez pas fini par ça, vous qui avez choisi. Mais nous, on fait le nucléaire sans vous. et sans. De toute façon, c'est sans eux puisqu'ils ont arrêté le nucléaire. Mais surtout, on n'a pas à obéir à des conditions de concurrence faussée. Noémie, ça vous inspire? Oui. Parce que c'est vrai que dans ce cas, on remet un petit peu en cause c'est ça, et surtout, le jeu de l'Union européenne. Absolument. Ça, c'est le grand combat aussi de Georgie, c'est-à-dire le combat pour la souveraineté. Mais c'est vrai que c'est important de se poser des questions avant l'hiver, parce qu'on se souviendra toujours de ce ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui portait ses cols roulés, qui nous disait attention, on va peut-être avoir des pannes d'électricité, préparez-vous. Et c'est des symboles qui sont restés et qui disent comme ça cette perte de souveraineté, cette crainte en l'avenir et cette nécessité de refondre
fonder une souveraineté sur ces questions, sur les questions énergétiques. On a eu quand même, enfin rappelons-le, on a eu quand même assez, on était assez équipés. Voilà, on a eu chaud aux fesses, si je puis dire. Mauvais jeu de mots, mais oui, c'est ça, tout à fait. En tout cas, on avait une vraie crainte cet hiver, je le rappelle, d'avoir des coupures d'électricité, comme si on était un pays du tiers monde. Et c'est vrai que ces questions doivent se poser maintenant et pas plus tard. Frédéric, ce qu'il faut dire, Jacques. Et ça, je crois que notre ami a parfaitement raison, c'est qu'en réalité, il y a eu un coup de Jarnac de la part des Allemands contre EDF, qui était un instrument de compétitivité forte, et ils ont tout fait pour flinguer, et j'emploie à dessein ce terme, EDF. Et donc, de ce côté-là, je peux vous dire, il y a un moment, il faut aussi regarder en face le fameux couple franco-allemand qui est devenu un handicap pour, la compétitivité française. Donc, ne nous leurrons pas. Il y a derrière ça, effectivement, une vision idéologique, mais il y a surtout la volonté des Allemands de mettre à bas EDF, et on est tombé dans le panneau. Frédéric n'a pas l'air vraiment d'accord avec vous, mon cher Jacques Millard. Non, pas du tout. Moi, je rentre pas dans l'expression politique, donc je rentre pas sur ce terrain-là. Je note juste que souvent, on constate ce qui s'est passé et on oublie d'envisager ce qui aurait pu se passer. Donc, s'il y avait eu des coupures d'électricité cet été, on aurait crié à l'incompétence du gouvernement, aux mauvaises décisions prises. Donc voilà, je repense toujours au vaccin de Roselyne Bachelot. Elle avait anticipé une grippe, elle achetait les vaccins, on lui a reproché, elle l'aurait pas fait, on lui aurait reproché. Donc bon, dans l'expression politique, il est toujours facile de toujours reprocher une position versus une autre. On est un petit peu champions, les Français. Voilà, c'est notre spécialité. On aura une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ce sont deux choses qui ne sont pas liées, en fait. Le problème des coupures d'électricité n'a aucun rapport avec le fait qu'on ait ce système d'exploitation du nucléaire en France. Là, le gouvernement a, fort justement, aidé, il fallait aider les gens. Pour ne pas se retrouver avec des coupures ou des entreprises qui ne puissent pas produire ou réaliser leur chiffre d'affaires. Ils ont bien eu raison. Ce qui est absurde, c'est que l'électricité était là, l'énergie était là. Encore, on verra cet hiver comment ça va se passer, mais c'est un autre sujet. Mais le fait est qu'on a dû payer cet argent à cause d'un système absurde de distribution de l'électricité. Il n'y a aucun problème, on l'a l'électricité. Ce qui est idéologique, c'est la manière dont est distribuée l'électricité. Imaginez, vous produisez des patates, et c'est pas vous qui les vendez, mais on vous dit, non, il y a Jacques, Pierre et Paul qui produisent rien du tout, vous allez leur livrer des patates à prix coûtant, et eux, ils vont les vendre 3 fois plus cher aux citoyens. C'est sûr que présenté comme ça, bon. Mais c'est exactement ça, la REM. C'est complètement con. La REM, c'est une imbécilité patente. Bon. Je n'étais pas, encore une fois, sur le fond politique, mais plutôt sur le symbole, sur le fait de se moquer, par exemple, de Bruno Le Maire et de son col roulé, ce qui me prouve que les symboles en communication politique, ça peut payer et ça peut durer. Donc là, j'étais juste sur ce point-là, pas du tout sur le fond. Dépend, hein. Pardon, Jacques ? Le symbole est à son dépens, parce que se balader en col roulé, lui qu'on connaît, qui a changé, je dirais, de jugement à longueur de temps, bravo. Oui, mais Jacques, ça lui a permis d'écrire un roman érotique pendant l'hiver, justement, tranquillement. S'il vous plaît, on ne lira pas les extraits ici, parce qu'on les a assez entendus, franchement. Pas trop le moment. Juste, je me permets de rappeler le livre de Coralie Delhomme, le couple franco-allemand n'existe pas. Elle avait beaucoup travaillé là-dessus. On pense à elle de là où elle est, quelque part. Et la faute, à ce nouveau couple, ça allait mieux quand il y avait Merkel ? Elle considérait que ça n'existait pas, que ce couple n'existait pas, qu'il y avait déjà un rapport de domination, si je puis dire, parce que c'est un terme qui est à la mode en ce moment. Et rappelez, il y avait déjà une domination allemande sur la France et sur le reste de l'Europe. Elle a rappelé que le terme couple franco-allemand, c'est un terme des élites françaises. Les Allemands n'utilisent pas ça, ils utilisent le terme partenaire. C'est de la pure idéologie. Ce qui est, les Allemands sont des gens sérieux. Le côté moins la lourd, on va dire, c'est un petit peu plus raisonné, mais on connaît le pragmatisme allemand. Restez avec nous, on revient dans quelques instants pour la suite de ces débats avec Mettez-vous d'accord. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord, lundi 10 juillet en direct sur Sud Radio. On poursuit nos débats avec nos chroniqueurs aujourd'hui, Jacques Millard, Noémie Alioua, Georges Kousmatovic, Georges, d'ailleurs je crois qu'on prononce. Georges, très bien Georges. Frédéric Fougera. On poursuit avec vous Noémie Alioua, essayiste, chef de service chez Factuel, avec votre coup d'éclairage aujourd'hui, ni coup de gueule, ni coup de cœur.
un coup d'éclairage. On en a bien besoin parce que apparemment on est rentré dans l'ère de la récession sexuelle, voilà, c'est ça, Noémie? Écoutez, en effet, Stéphanie, vous savez, l'arrivée de l'été permet aussi peut-être de se consacrer à des sujets un petit peu plus légers, encore que c'est bien plus sérieux que ça en a l'air. C'est donc ce chiffre d'un sondage IFOP, donc extrêmement sérieux. 43% des jeunes de 18-25 ans qui n'ont pas eu de relations sexuelles en 2022, c'est quasiment 50% des jeunes adultes durant une année, ce qui conduit notamment France Inter à se demander si nous ne serions pas entrés dans l'ère de la récession sexuelle, en notant que cela est surtout valable chez les femmes diplômées, cadres et actives économiquement. La radio publique interroge des papesses du néo-féminisme pour essayer de l'expliquer, et notamment Ovidie, écrivaine, réalisatrice, ancienne actrice pornographique, qui, elle, jette la faute sur les hommes et une certaine domination masculine, on a l'habitude, que les femmes, en fait, ne souhaiteraient plus accepter, elles ne souhaiteraient plus se soumettre aux hommes. Cette théorie vaut ce qu'elle vaut, aucune étude ne permet de l'étayer, aucune étude scientifique, si ce n'est sa propre expérience personnelle qu'elle raconte dans un livre publié récemment. Hélas, la chair est triste, où elle raconte pourquoi est-ce qu'elle a arrêté les relations avec les hommes en considérant qu'ils étaient responsables d'un certain nombre de souffrances qu'il lui avait occasionné. On peut aussi considérer... Ils sont allés interroger d'autres gens quand même, peut-être. Alors, dans ce livre que j'ai lu et que j'ai chroniqué... divers et variés, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est assez compliqué de généraliser sur sa propre expérience personnelle. Alors, sur ce livre d'Ovidie, je l'ai chroniqué dans le Figaro, elle interroge ses copines. Voilà. C'est son tableau de scientifique, ce sont ses amis autour d'elle et elle-même. Alors, on peut aussi considérer qu'en généralisant des discours violemment misandres, en politisant les relations hétérosexuelles, en victimisant systématiquement les femmes, en présentant les hommes toujours comme des prédateurs en puissance, on n'aide pas à la paix entre les sexes, et même peut-être on participe à ce climat de rupture. Cette variable n'est pas évoquée par les gens qui sont interrogés par France Inter, mais malgré tout, on pourrait s'interroger sur ses conséquences. Georges, je vois que vous faisiez des gros yeux. Là, la faute aux hommes, alors, décidément, hein. Vous êtes les grands coupables, hein. Oui, en 1900, je veux bien, mais maintenant, ça devient ridicule. L'argument est complètement éculé et correspond pas du tout à ce que je vois des jeunes, justement, issus des classes moyennes intellectualisées, qui ont l'air plutôt perdus qu'autre chose, savent pas quoi faire d'eux-mêmes. Ils sont peut-être tout simplement déprimés, ces jeunes. Et aussi déprimés, et puis ça... c'est un élément non nul dans les émeutes. On sait que la misère sexuelle, surtout quand on est jeune, ça échauffe un petit peu. Oui. Là, pour d'autres raisons, mais ça c'est très très structurel, lié à l'habitat, mais aussi à des dogmes parfois religieux ou culturels qui ne sont pas exactement ceux qu'on a historiquement en France, qui font que certains dans des cités se retrouvent... Mais sur la guerre idéologique menée par les néo-féministes... Bien sûr, mais c'est juste... Là, on extrapole un petit peu peut-être. Non, j'extrapole, mais c'est juste parce qu'il y avait les autres. Mais maintenant, sur les néo-féministes, on est je pense, en plein délire. Ce que je disais tout à l'heure à la pause... moi j'ai 3 filles, à une époque je me disais ça aurait été bien d'avoir un garçon, franchement je regrette pas du tout, je n'aurais pas aimé être un jeune homme à notre époque avec cette violence symbolique néo-féministe qui fait que pour beaucoup ils ne savent pas trop quoi faire d'eux-mêmes. C'est vrai que Frédéric Fougerat, on se demande comment élever nos garçons, on va leur demander quoi, de faire signer un consentement, ou ne plus draguer les femmes. Il est certain que d'être parent aujourd'hui, je ne sais pas si c'était facile hier, mais ça peut paraître de plus en plus compliqué. Pour revenir sur le coup de projecteur, moi je vois en fait 2 sujets dans le même sujet. C'est quand même la relation entre les hommes et les femmes, elle n'est pas propre à notre pays. On le voit au Japon depuis très longtemps, où les gens, maintenant on a peur de l'autre, l'homme a peur de la femme a peur de l'autre, ça crée de vrais problèmes, y compris dans la démographie. On le voit plus près de chez nous, on le voit en Italie. Donc, même en Italie, oh là là, alors là tout fout le camp, parce que si même en Italie, les hommes ne draguent plus, alors même en Italie, je dis pas qu'ils draguent plus, mais les gens se marient moins, les gens ne font plus d'enfants. Donc le phénomène n'est pas que français. En revanche, ce qui me paraît très français, peut-être pas que français, mais très français, c'est que maintenant on politise tout. Donc on en arrive aussi à politiser les relations intimes. Ça me paraît quand même assez effrayant. Là, si je me trompe pas, Noémie, c'est juste un sondage à la base qui dit voilà, 44% des jeunes ont
mouvement féministe qui travaille depuis plusieurs années. Mona Chollet en est l'emblème, en est la grande prêtresse. Elle a beaucoup travaillé là-dessus. Elle a écrit un livre qui s'appelle Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. Un livre qui s'est vendu à 180 000 exemplaires et qui vraiment politise la relation intime en appelant les femmes à se libérer de l'amour qui aurait été une instance inventée par le patriarcat pour les dominer. Donc vous voyez, on en arrive à un niveau, et ça c'est évidemment le discours sociologique. Ah bah voilà, Jacques se réveille, Jacques Millard. J'allais venir, mais vous voyez, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis de ceux qui pensent que la guerre des sexes n'aura pas lieu parce qu'il y a beaucoup de fraternisation, heureusement. Oui, et déjà bien sûr, il y a toujours quelques nanas qui vont faire du fric avec des idées à la mode, mais ça ira pas plus loin. Alors, il faut arrêter les bêtises. Ce qui est certain, c'est que demander, bien sûr, à une femme si elle veut faire l'amour avec vous, pourquoi pas? Et si elle dit non, eh ben vous passez à la suivante. Et puis c'est tout. Il y a un moment, on s'entend, c'est quand même mieux de demander. Arrêtez de se prendre pour le centre de la Terre. Ça a toujours été ça. On a toujours eu, à un moment ou de l'autre de l'histoire, des excès. Eh ben, on va revenir en boomerang. Et puis c'est tout. C'est pas très grave. Moi, je suis de ceux qui pensent que la fraternisation avec les sexes, entre les sexes, pardon, encore une longue vie devant elle. En fait, vous êtes un optimiste, Jacques Millard. Mais c'est pas une question d'optimisme, c'est regarder la réalité telle qu'elle est. Parce que toutes ces âneries par ces féministes décadentes, il y a longtemps que beaucoup de femmes disent ça suffit. Hein, arrêtez. Alors, ce qui est très étonnant, si vous écoutez les jeunes générations, c'est que ces discours infusent énormément et vous avez de plus en plus ces discours qui se retrouvent chez des jeunes sans qu'ils l'aient véritablement, sans qu'ils aient l'esprit critique suffisamment développé pour être armés contre ça. C'est-à-dire que vous avez vraiment, quand vous discutez même avec des jeunes femmes, etc., j'en vois un petit peu autour de moi, on se rend compte qu'elles ont bu ces discours-là qui politisent la relation intime. Par exemple, cette notion d'emprise qui est reprise tout le temps. Votre génération, Noémie, vous êtes jeune. Moi, je suis plus. J'ai dépassé la trentaine, mais je parle des jeunes filles. Mais vous avez l'impression qu'elles sont là-dedans, franchement, parce que... Oui, j'ai l'impression que ce discours, qui paraît comme ça très structuré intellectuellement et un peu dépassé et un peu hors sol, j'ai l'impression, moi, qu'il infuse beaucoup. Il infuse beaucoup dans la société, beaucoup plus qu'on ne le croit, et il infuse aussi auprès des jeunes générations. On est en train de créer vraiment une peur entre les sexes, à mon avis, chez les jeunes. Comme si on avait besoin de ça. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un mouvement de vous l'avez dit, Jacques Millard, il y a un mouvement de boomerang, c'est-à-dire que il y a certaines femmes qui sont dans une sorte de politique revancharde, qui considèrent que les femmes, ce qui est vrai, ont été dominées pendant des siècles et aujourd'hui elles veulent dominer les hommes. Et donc, écoutez, c'est pas l'histoire de France, hein. C'est pas l'histoire de France, parce que je sache, il y a beaucoup de femmes qui ont véritablement gouverné à travers les hommes, et donc ça ne va. C'est une lecture idéologique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Arrêtez de prendre des épiphénomènes pour des vérités de l'histoire. Bon, en tout cas, 44% des jeunes, hein, Noémie, c'était votre point. 43% des jeunes n'ont pas eu de relation sexuelle en 2022. Bon, bah voilà, écoutez, on n'aura pas d'explication là tout de suite, mais on a quelques pistes. On y creuse. Jacques, puisque vous êtes bien en forme, Jacques Millard, votre coup de gueule, c'est contre les propositions de sanctions aux parents d'Elisabeth Borne. Alors là, je dois dire que je suis tombé de la chaise. Parce que Madame Borne, ci-devant Première ministre, n'est-ce pas, propose de donner des amendes aux parents dont les enfants font des bêtises. Mais franchement, vous croyez que ça va fonctionner? Je pense qu'en réalité, on sait très bien, et moi je connais des cas, c'est que lorsque les parents ont des problèmes avec des enfants qui font des âneries, ils n'ont plus barre sur eux. Et c'est pas en donnant une amende aux parents qu'on va ramener le morpion, je dirais, dans la droite ligne et dans la cohérence citoyenne. En réalité, on se trompe, on confond, je dirais, non pas les causes, mais les conséquences avec les causes. Et ce qu'il faut faire, c'est sortir ces gamins, effectivement, du lieu où ils sont, les mettre dans des unités où on va leur réapprendre de manière assez forte, et dans des unités où on va les redresser, entre guillemets, avec des principes, avec une discipline. C'est ça la réalité. Mais il y avait, sauf erreur de ma part, Jacques Millard, il y avait ça sous Nicolas Sarkozy, il l'avait mis en place oui, mais des internats, mais qui a été supprimé après.
Non, mais attendez, alors là, c'est très clair. Oui, moi, je ne suis pas un clone. Hein, et je ne suis pas là pour juger par rapport à ce qui a été fait. Si Nicolas Sarkozy s'est planté, je suis le premier à le reconnaître parce que je me suis heurté. Non, mais ça a été supprimé par son successeur, par François Hollande. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Il faut changer de politique. J'ai cité à cette antenne, à longueur de temps, ce qui était du Braque de la Perrière, jeune en équipe de travail. C'est la seule solution pour remettre ces gamins dans le droit chemin. C'est pas en donnant une amende aux parents, parce que franchement, la plupart n'ont pas les moyens de payer. Deuxièmement, ils n'ont aucune barre sur leurs gamins. Et donc, il faut arrêter. On confond, je dirais, les conséquences et on ne voit pas les causes réelles. Donc, c'est une imbécilité totale. Georges Kuzmanovic, c'est vrai que c'est en vogue, cette mesure. Emmanuel Macron, le premier, a demandé, dès la première connerie, je cite, qu'on ouvre la voie à la sanction aux parents contre... Oui, je suis entièrement d'accord avec M. Jacques Miard, à 100%. Et si je ne l'étais pas, à ce moment-là, il faudrait tout de suite faire des sanctions adaptées aux revenus des parents, et à commencer par M. Dupond-Moretti et M. Eric Zemmour, parce que si j'ai bien compris, leurs enfants font plus que des bêtises eux aussi. Alors, ce ne sont pas des mineurs. Oui, voilà, j'allais dire, ils sont majeurs. Ils ont été mal élevés, puis on pourrait imaginer que mineurs, ils en aient fait d'autres. Non, c'est surtout que c'est totalement... mais c'est pas la réalité. Totalement ridicule comme mesure. C'est Madame Dati, d'ailleurs, qui est une chef de file assez conservatrice, qui était ministre sous Nicolas Sarkozy, qui l'a rappelé avec sa propre famille. Une famille de 12 enfants, certains qui réussissent très bien, puis d'autres, il me semble que c'est un de ses frères qui a extrêmement mal tourné puisqu'il était dealer. Voilà, vous sanctionnez tout le reste de la famille. C'est pas si simple. Chaque cas est complexe. Par contre, ce que propose Jacques Miard est tout à fait juste. Je suis désolée, Georges Kuzmanovic, je vous coupe parce qu'on arrive, on doit marquer un petit temps de petite respiration, on va dire, et on se retrouve pour la suite de ce débat. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Stéphanie Demuru. 9h30, mettez-vous d'accord en direct sur Sud Radio. Jacques Miard venait de nous livrer son petit coup de gueule contre les propositions de sanctions aux parents du gouvernement. Emmanuel Macron qui veut sanctionner, je cite, dès la première connerie. Et on a un petit peu coupé Georges Kuzmanovic qui était en train de nous expliquer qu'il était d'accord avec Jacques Miard, qui trouvait que c'était un petit peu, je cite, idiot peut-être comme proposition, pas vraiment en tout cas adéquate. Pas adéquate, inefficace. C'est un outil de communication pour faire croire que le gouvernement a de la fermeté. Mais là encore, je suis d'accord avec Jacques Miard. Ce qu'il faudrait, c'est revenir à ce qui existait à une époque. C'est les classes par niveau. C'est des internats républicains où on sort les gamins de leur quartier et où on a un processus éducatif un peu plus ferme. C'est le retour au service national. Bref, toute une série de mesures qui permettent de sortir les enfants, certains mineurs, de leur situation. Service national, c'est-à-dire militaire, ou parce qu'il y a le service citoyen, le vrai service national, la composante militaire telle qu'il existait avant, d'un an. À la dure. Le service militaire. Pas nécessairement à la dure. Ça peut être un service civil, mais un service d'un an à la nation, aux autres, un impôt du temps. On fait quelque chose pour les autres. Je pense que c'est... Alors, c'est pas pour les mineurs, c'est à partir de 18 ans, mais ce sont des éléments qui permettent de refaire nation et de remettre... revivre ensemble avec des jeunes qui, je pense, sont largement désocialisés. Et donc... rendre la vie encore plus pénible à leurs parents, je vois pas très bien qu'est-ce que ça va apporter à la nation. Noémie, on comprend bien l'idée de cette proposition, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi de responsabiliser les parents qui ne peuvent pas toujours se décharger sur l'État. Il y a un moment où l'éducation dépend aussi en partie des parents. Mais je suis assez partagée parce qu'effectivement, il y a beaucoup de familles monoparentales et il y a beaucoup de mères célibataires qui sont totalement dépassées dans ces histoires, qui n'ont pas les moyens physiques de s'opposer à leur adolescence
adolescents. Et qu'est-ce qu'on peut demander à ces mamans-là qui déjà galèrent, qui parfois travaillent dur, qui n'arrivent pas véritablement à tenir leur fille, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on peut exiger de plus d'elles? Donc c'est très compliqué. C'était des jeunes très jeunes, hein, il y a 14 ans, 15 ans, bon, très jeunes et en même temps très violents, très adultes d'une certaine façon. Enfin, on est quand même supposé tenir des enfants de 14 ans, même si je vous l'accorde, hein, pour en avoir moi-même. Bon. Non, mais à ce moment-là, il faut sanctionner les pères qui ne sont pas là. Noémie a raison. Pourquoi les mères seules qui déjà se carrent de s'occuper de tout ça, des familles, plus de travailler, et les pères, ils sont... Ça, c'est structurel. On a vu cette image qui était une des images marquantes de ces révoltes, c'était le père qui était allé chercher par l'oreille un de ses gamins et qui l'a ramené à la maison. Voilà, bon, il était responsable. On va pas lui, en plus, on lui a enlevé des allocations. Il y a eu des psychanalystes qui ont écrit des papiers là-dessus, notamment dans le Figaro, assez intéressants, sur justement l'absence de père qui joue aussi, qui a sa part de responsabilité dans cette émeute adolescente violente. Ça peut expliquer certaines choses. En tout cas, effectivement, la question des parents, c'est une vraie question. La question de l'éducation. Qui doit prendre en charge cette éducation? C'est pas toujours. On a l'impression qu'il y a une déresponsabilisation des parents au profit toujours de l'État. C'est toujours l'État qui doit faire plus. C'est toujours l'État qui doit éduquer. C'est toujours l'État qui doit. On demande aux professeurs d'en faire toujours davantage. Mais il y a une limite en fait. C'est-à-dire que quand on met un enfant au monde, on en est aussi d'une certaine façon un peu responsable. Noémie, je veux bien, il ne s'agit pas d'accuser l'État, mais en l'occurrence, c'est de l'esbrouf. Comme l'a dit Georges, c'est de la com. Et il y a un moment ras-le-bol de la com. Hein, et on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai vu des cas dans ma ville où effectivement la mère ne pouvait pas rattraper le gosse qui allait d'ânerie en ânerie et qui maintenant est en prison. Donc on voit très bien, et j'ai fait des réunions. J'ai essayé de sensibiliser les parents. C'était en vain. Le gamin était en rébellion complète et on l'a laissé. Si on l'avait mis dans des unités où on lui réapprenait ce que c'est que la vie en société et la citoyenneté, avec un peu de discipline, on n'aurait pas été là. Et donc, arrêtons de faire de la com aux dépens des parents, etc. Ça n'a aucun sens. Non, mais il y a des parents qui n'ont pas les moyens. Il y a des parents qui n'ont pas les moyens. Le spécialiste de la com, vous en pensez quoi? C'est de la com, cette mesure? Alors, pour le coup, je suis plutôt d'accord, c'est de la com, parce que l'expression politique nécessite de prendre la parole et d'occuper le terrain. Donc effectivement, déclarer, il faut donner des amendes aux parents qui s'occupent pas de leurs enfants. Ça peut effectivement s'apparenter à de la com, parce que il y a un problème, il faut y apporter une solution immédiate. Mais on voit bien là dans nos échanges que la solution, elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancée, qu'il faut faire preuve de beaucoup de discernement sur beaucoup de choses. Alors de l'autre côté, on nous dit unité de discipline, camp de redressement, peut-être, pourquoi pas. J'ai entendu refaire nation, je pense que c'est peut-être la principale idée. Parce que ça coûte de l'argent aussi, tout ça, les internats, et qui va payer encore on en est là, mais si déjà on comprend le sujet, après on va pouvoir voir éventuellement quelles mesures il faut mettre en place. Mais ce qui a vraiment été évoqué, qui est peut-être le cœur du problème, c'est quoi être parent aujourd'hui, et aussi qui est responsable. Est-ce que parce qu'on est mineur, on est responsable de rien et que donc on peut tout faire? Est-ce que parce qu'on est parent et qu'on a quelques difficultés, quelles qu'elles soient, et après peut-être un juge les apprécier, mais est-ce que parce qu'on est parent en difficulté, on n'a aucune responsabilité et que donc on peut laisser ces mineurs pourrir la vie des autres? Refaire société, je pense que c'est le vrai sujet. Après, chacun va avoir sa propre solution, sa parfaite solution. Je suis pas certain qu'il y ait une parfaite solution. Je vous raconte une anecdote. J'habite près d'une ambassade et un jour, je voyais des gens faisaient la queue devant cette ambassade et puis j'entends deux mamans qui parlent entre elles. Je comprends que l'une des deux parle de son fils et répond à l'autre qui a dû lui poser la question comment il va aujourd'hui, et la maman lui répond ça va beaucoup mieux. Il est en maison de correction. Je me suis dit, la relation des parents et des enfants, elle est très relative en fonction des personnes, des situations, et la vie est un peu plus compliquée que juste, faut faire une amende d'un côté, faut un camp de redressement de l'autre, et comme vous le disiez, tout ça nécessite de l'organisation, des décisions, des financements. Mais refaire société, c'est certainement notre principal problème à toutes et tous, parce que dans quelle société vivons-nous, dans quelle société on a envie de vivre? C'est un vrai sujet. Vaste débat en tout cas, et notamment sur l'éducation et voilà. C'est pas un coup de formule magique qu'on réglera le problème. Ce qu'évoque Georges, c'est la question de l'armée. Et c'est vrai que c'est-à-dire le service militaire, c'est quelque chose qui fait hurler certains aujourd'hui, mais malgré tout, le service militaire, là pour faire nation, là pour aussi enseigner à une génération qui ne l'a pas appris certaines notions sur l'autorité, ça c'est sûr que ça fonctionne. Enfin, moi, pour avoir été reporter pendant 3
3 ans dans un pays où le service militaire est obligatoire pendant 3 ans, à savoir l'État d'Israël, un pays qui est constamment en guerre, eh bien, vous avez 3 ans d'armée pour tout le monde, avec des générations d'immigrés, puisque c'est un pays qui est fait uniquement d'immigration. Le même rapport forcément avec l'attachement au pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui viennent de partout, avec des cultures extrêmement diverses, des Éthiopiens, des Américains, des Français, des Anglais, vraiment des cultures différentes qui se retrouvent, qui se rencontrent au service militaire et qui là créent une nation, et une nation assez, je veux dire, qui soutient son drapeau, qui soutient son hymne national, etc. Donc effectivement, l'armée, c'est fédérateur, ça crée quelque chose, ça crée une génération de jeunes adultes responsables qui en plus effectivement se sentent appartenir à un grand corps national, et ça nous fait un peu, en tout cas moi ça me fait un peu que l'armée malheureusement, sauf que l'armée, ce que dit Noémie est juste, mais ça commence au kindergarten, ça commence à l'école. C'est là où il faut effectivement réapprendre ce qu'est une nation, ce qu'est la responsabilité. Et l'armée, malheureusement, au niveau de l'armée, c'est déjà trop tard. Mais à l'école, c'est-à-dire, les professeurs ne savent pas tout. Les professeurs, on ne peut pas tout leur mettre sur les épaules. Déjà qu'ils sont chargés d'enseignement, ils ne sont pas éducateurs pour enfants qui ont été mal éduqués. Ça commence, madame, ça commence effectivement dès le premier jeune âge. Vous pouvez l'appeler Noémie. Et il faut changer effectivement à longueur de temps. Mais ça veut dire quoi, il faut changer? C'est sur qui vous faites porter la responsabilité de l'éducation? Les professeurs qui sont déjà totalement débordés. Noémie, c'est une course de fond. Il faut que ce problème complexe soit pris ab initio. Et quand ils arrivent à l'armée, qu'est-ce qui s'est passé? Les armées ont dit on n'en veut plus parce qu'on ne peut plus les tenir. Donc, parce qu'il n'y a plus de bataillons d'Afrique, c'est aussi simple que ça. S'il y avait des bacs d'AF, ça marcherait mieux. Mais en l'occurrence, ça commence dès le premier jeune âge. Bon, on va passer au coup de gueule de Frédéric. Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris. Vous, Frédéric, vous vouliez pousser un coup de gueule contre les parlementaires qui mettent de l'huile sur le feu. Alors Stéphanie, moi je viens toujours avec un coup de cœur. Aujourd'hui, je viens avec un coup de gueule pour vous permettre d'inaugurer cette émission. Alors, un coup de gueule contre les pompiers pyromanes, en fait. Voilà. Alors, je ne parle pas ici des vrais pompiers, qu'il faut plutôt rendre hommage avec les jours terribles qu'ils viennent de vivre dans beaucoup de villes de France, pour intervenir sur les sites des émeutes et puis sur les jours qui vont arriver avec l'été, certainement beaucoup d'incendies. Mais comme vous l'avez dit, pour les élus, pour des élus, certains élus, et notamment des parlementaires, qui en appellent à la violence ou suggèrent ensuite, ou suggèrent la violence pour ensuite venir s'en indigner. J'ai lu le mot de charognard pour les décrire. Et je pense qu'effectivement que ce mot est peut-être plus approprié que pompier pyromane, qui me paraît être presque une expression un peu désuète aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas en appeler à créer le désordre partout. On ne peut pas s'en remettre à la violence comme la bonne solution. On ne peut pas déclarer qu'il faut transformer l'Assemblée nationale en ZAD et puis ensuite participer à des manifestations interdites comme encore ce week-end pour ensuite venir s'indigner du fait que le pays baigne dans la violence. Alors c'est de la communication politique, on en revient à la communication, c'est mon domaine. C'est une communication qui est très construite, il faut tout politiser, on l'évoquait avec même les relations sexuelles maintenant, et il faut tout conflictualiser pour créer le chaos, et puis pour tenter de prendre le pouvoir finalement qu'on n'a pas obtenu par les urnes, on essaye de l'obtenir d'une autre façon en créant le chaos et en essayant de s'attacher l'intérêt, pas les voix encore, mais de certains. Voilà. Et ce qui est triste dans ce domaine, parce que du coup j'en fais un double coup de gueule, eh bien ce sont certains médias, je dis bien certains, pour ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, qui offrent des tribunes à ces activistes, à ces parlementaires que j'ose qualifier d'irresponsables. Ces médias et certains médias ont une vraie responsabilité, et au lieu de nous nourrir d'informations, ils se nourrissent d'agitation et ne font pas leur boulot et participent au chaos, et donc servent les intérêts quelque part de ces pompiers pyromanes que d'autres appellent charognards. Sauf erreur de ma part, vous n'avez pas encore cité, c'est LFI et Europe Écologie Les Verts, c'est ça qui ont participé, c'est ce que vous visez, j'imagine. Certains élus de ces tranches-là, et certainement pas tous d'ailleurs, il y a certainement pas tous, mais effectivement certains élus de ces mouvements-là. Qui a participé à ces manifestations? Mathilde Panot, la patronne du groupe France Insoumise, Louis Boyard, député de la France Insoumise aussi, Éric Coquerel, pareil, Sandrine Rousseau, pareil, député de Paris. Des élus qui sont dans la surenchère permanente. Surenchère. Et dans la communication, Noémie, vous êtes d'accord ?
Écoutez, je pense que vous avez raison sur l'idée des pompiers pyromanes. C'est exactement ça. C'est-à-dire ce sont des législateurs qui font voter des lois, qui vont au Parlement, qui militent pour des voix et ensuite qui ne les respectent pas aussi en allant à des manifestations qui sont interdites. Donc on a véritablement là l'exemple parfait du pompier pyromane, de celui qui ne respecte pas... Qui ne respecte même pas sa fonction. Qui ne respecte ni sa fonction, ni les lois les plus élémentaires qui sont posées. En l'occurrence, c'est la préfecture de police de Paris qui interdit cette manifestation. C'est amusant parce qu'on parle... qu'on donne une tribune, mais enfin, c'est quand même aussi plusieurs voix, 15%, c'était ça, Mélenchon, j'ai un petit trou de mémoire, la présidentielle, il avait fait un... Oui, voilà. 2 fois 20, 21 22, même. oui. 21, 22. En ayant voilà, c'est pas un parti, c'est peut-être quasiment... un parti qui est sorti du champ républicain aujourd'hui, comme le dit Elisabeth Borne. Et c'est un parti qui a coalisé, il est au max de son max, si je puis dire, puisqu'il n'y a plus de parti socialiste, il n'y a plus d'autres partis de gauche qui ont vraiment qui se sont développés. Donc c'est les 20% en se disant que c'est le plus du plus du plus qu'il aurait pu avoir en agrégeant toutes les voix de gauche. Alors que quand vous regardez les voix de droite, elles sont plus dispersées. La droite un peu centriste, on va dire macroniste, la droite plus socialiste, si je puis dire, plus économiquement protectionniste, de Marine Le Pen, etc. Vous avez une droite dispersée. Si on regarde le pays, il est quand même beaucoup plus à droite qu'à gauche. Georges, je vais vous donner la parole, décidément. Chaque fois, ça tombe sur vous. Hein. Je vous donne la parole dans quelques instants. Vous ne m'aimez pas, Stéphanie. Mais si, je vous aime beaucoup. Oh, mais si. Mais dans quelques instants, comme ça, le suspense est encore plus grand. On attend. 9h-10h, Stéphanie Demuru. 9h47, mettez-vous d'accord. Georges Kousmatovic, on parlait de Jean-Luc Mélenchon et qui sort ou pas du champ républicain après avoir participé, en tout cas la France insoumise après avoir participé à cette manifestation interdite par la préfecture. Alors pour le coup de gueule de Frédéric, formellement, je pense que Frédéric, vous avez tort, au sens où ce sont des députés. Mais Frédéric qui parlait de pompiers pyromanes. Oui, ça c'est sur le fond et je pense qu'il a raison. Mais j'ai raison ou j'ai tort ? Non, mais sur le fond. Mais formellement, le fait pour un député de participer à une manifestation interdite n'est pas illégal. Les députés ont des prérogatives qui leur permettent d'aller à certains endroits, de faire certaines choses que n'ont pas tous les citoyens. C'est comme ça qu'ils peuvent aller dans les prisons, dans les commissariats. Vous n'avez pas le droit de taper un commissariat. Donc ils ne sont pas sanctionnables. Mais non, justement. Et ça existe aussi à droite. Je me souviens qu'en 2013, on avait M. Gosselin et M. Poisson qui avaient fait une manifestation interdite devant l'Assemblée nationale. Mais c'est pas parce que d'autres ont participé que symboliquement, c'est pas catastrophique. Non, mais c'est pas au sens où les députés peuvent venir pour vérifier en dehors de soutenir. Oui, c'est juste formellement. C'est pas le cas du tout. Formellement. Par contre, participent à la manifestation. Ils ont choisi leur combat. En tant que participants, en tant que soutenants. Par contre, ils choisissent leur combat, qui est tout à fait étonnant. Et là, pour le coup, d'ailleurs, je trouve que dans les pompiers pyromanes, cette manifestation, je suis totalement contre le comité Adama Traoré, mais l'interdire juste après ces émeutes, sur une place de la République où il y a déjà 2 manifestations, où donc concrètement pour les policiers, c'est extrêmement compliqué d'interdire aux gens de manifester, puisqu'il y a déjà 2 manifestations en cours sur place. C'est une drôle d'idée du gouvernement et là-dessus les députés, une partie des députés de la France Insoumise viennent dire que viennent s'afficher, et mettre de l'huile sur le feu là pour le coup, parce que c'est le combat qu'ils ont choisi de défendre et le combat qu'ils ont choisi de défendre. Faut-il le rappeler ? On leur a offert une tribune en quelque sorte. Et donc venir mettre de l'huile sur le feu, c'est juste ce que j'ai venir mettre de l'huile sur le feu, c'est juste ce que j'ai dénoncé. J'ai pas parlé de l'égalité ou d'illégalité. J'ai juste parlé de venir mettre de l'huile sur le feu pour ensuite venir s'en indigner. Non, mais il pourrait le faire dans un média. Il pourrait dire bravo les gars, continuez la révolte. C'est pas le fait d'aller sur place qui ça leur offre juste une tribune supplémentaire à ce moment-là, donc vous avez l'attention des médias, bien évidemment, c'est un coup de com' assez classique. Voilà, on fait un truc interdit. Je suis pas sûr qu'ils en tirent les fruits. Hein. Mais je pense pas non plus qu'ils en tirent les fruits, mais c'est un choix. C'est un choix de moins en moins manifestement. Oui, là, manifestement, on avait un sondage Sud Radio la semaine dernière, c'est le parti qui a moins entre guillemets profiter, si j'ose dire, cyniquement de cette séquence. Même dans les quartiers populaires, même dans les banlieues, et même auprès des Français d'origine musulmane, il y en a plein qui ne veulent pas le bordel. Évidemment, et surtout parce que c'est les premiers à payer. Mais juste, je voulais préciser, le cas, en plus, Adama Traoré est
très très particulier. C'est le choix d'aller soutenir. C'est pas Naël, la situation. Rien à voir. On a un criminel multirécidiviste qui est capturé par les gendarmes, dont 2 sont noirs. La gendarmerie, pendant des années, parce qu'ils jouaient sur le racisme, et deux des gendarmes venaient des Antilles, donc sont de peau noire, mais la République ne l'a pas mentionné. Ça. Et rappelons-le, c'est toujours bien de rappeler qu'il menaçait de viol ses compagnons de cellule avec une fourchette. Non, mais au moment où il est saisi avec son frère, ils viennent d'extorquer un couple de personnes handicapées. Ils n'ont pas fait une bêtise. Et ils sont capturés par les gendarmes. Et là, les gendarmes sont attaqués par un comparse qui permet à Adama Traoré de s'enfuir. Il est rattrapé. C'est un criminel. Bon, enfin oui, ça serait mieux que les gens ne meurent pas. Il n'y a pas eu de coups, il n'y a pas eu de tir. Si on compare à d'autres pays, en particulier les États-Unis, nos policiers, tendanciellement, ne tuent pas. Et d'ailleurs, il faut les saluer, parce que là, dans les émeutes, on va les donner quand même la parole. Dans un contexte de violence extrême, il y a eu très peu de... Enfin, il n'y a aucun mort. On va aller donner la parole finale à Jacques Millard. Jacques Millard, ça vous inspire? Oui, alors, il y a 2 choses dans cette affaire. S'il vous plaît. En tant que, je dirais, liberté des députés, les députés, et moi j'en ai profité souvent, puisque j'ai été 25 ans député, il m'est souvent arrivé d'être en total désaccord, notamment en matière de politique étrangère, avec le gouvernement, notamment avec Laurent Fabius. Et que j'ai agi contrairement aux directives du gouvernement. Cela étant, dans cette affaire, je suis tout à fait d'accord avec notamment notre ami Georges, c'est que, en l'occurrence, Traoré, il ne faut pas nous raconter des salades, n'est-ce pas? C'est une récupération de la part de sa sœur et qui en fait son fonds de commerce. C'est aussi simple que ça. Bon. Et donc, en l'occurrence, ce qu'on peut reprocher aux députés, c'est d'avoir encore un peu, je dirais, activé cette espèce de mythe sur l'affaire Traoré. Et ça, c'est à mon avis grave, et je ne peux être qu'en désaccord. Mais la liberté du député est fondamentale. Parce que si le député doit se mettre au garde à vous devant tout gouvernement, il n'y a plus effectivement de démocratie représentative. Mais personne ici n'a dit qu'il fallait qu'un député se mette au garde à vous. On a juste évoqué le fait qu'il mettait de l'huile sur le feu et qu'ils sont dans la surenchère. C'est pas bleu-blanc. On a élargi le débat. Bleu-blanc. Merci. Il y a d'une part la liberté du député et il y a d'autre part l'opportunité, en l'occurrence, qui fait que, bien évidemment, ils ont apporté leur soutien à une affaire qui est quand même problématique. On vient d'en parler. C'est l'affaire Traoré. Merci beaucoup en tout cas, Jacques Millard. Merci à Noémie Alioua, également à Georges Kousmanovic et Frédéric Fougera qui étaient avec nous donc pour Mettez-vous d'accord.